IDFM 98 de la Monde FM, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Un peu d'ufologie ce soir où on va parler d'extraterrestres avec David Rousseau qui dit de lui qu'il a toujours été un expérienceur de l'âme, un artisan de la vie, un messager, un artiste intuitif qui vient de publier son premier... C'est pas un roman, on peut dire c'est quoi? Bonjour, bonsoir, bonsoir. David Rousseau. C'est pas un roman, c'est une histoire où tout est vrai. Oui, en fait, même si c'est vrai que j'ai pris un peu la forme romancée volontairement, justement, pour sortir ce livre, mais c'est mon vécu, c'est mes expériences. Tout est réel. Après, c'est vrai que beaucoup de gens ne croient pas forcément en tout ça ou ne sont pas assez ouverts à tout ça, mais en tout cas, c'est mon vécu et je demande à personne de me croire. C'est juste mon vécu que je raconte. Voilà, donc c'est le premier tome, il y aura 4 tomes. Le premier tome qui couvre la période de 1979 à 1996. On peut rappeler que vous avez reçu en 2006, vous avez été élu ambassadeur de la paix universelle. Vous pouvez nous en parler un peu de ça? Oui, alors ça c'est une sacrée histoire aussi. En fait, c'était à l'époque où j'étais artisan gérant d'une boutique que j'avais créée qui s'appelait Le Rêve Amérindien, parce que j'ai des origines amérindiennes et donc je faisais beaucoup d'artisanat et de spectacles aussi parce que j'étais aussi chanteur. Par rapport à des textes que j'avais écrits, qui parlaient évidemment de paix universelle sur Terre, de paix pour l'humanité, j'avais été repéré sans que je le sache par des ambassadeurs. Et un beau jour, j'ai reçu un courrier de la Fédération universelle de la paix. Et comme quoi, en fait, il m'annonçait que j'étais parrainé pour être nommé ambassadeur universel de la paix. J'ai fait quelques recherches sur cette ONG, parce que c'est une ONG, en fait, qui appartient à l'ONU. Ils envoyaient des courriers à tous les ambassadeurs de paix qu'ils nommaient pour aller participer à des conférences, des forums et tout ça à travers le monde. Mais il fallait que chaque ambassadeur paye de ses frais tous les frais, en fait, pour aller dans le pays, aller sur place, l'hébergement, enfin, voilà, il fallait tout payer de sa poche. Et apparemment, ils soutiraient encore de l'argent en plus derrière. Okay. Et en fait, ce qui est vraiment étrange, c'est que lundi là, de cette semaine, j'ai reçu un mail du Cercle universel des ambassadeurs de la paix, qui est donc l'association entre guillemets officielle de Paris-Genève, qui nomme des ambassadeurs, et là, j'étais nommé par eux. La paix, on va peut-être en parler dans cette émission. Votre livre s'appelle Au-delà de notre monde, c'est des âmes stellaires. On va parler de changement de dimension. On a déjà parlé, on est en ce moment encore dans la 3e dimension, on est d'accord? Moi je dirais non. En fait, pour moi, on est dans la 4e dimension, et ça m'a été confirmé d'ailleurs par ceux que j'appelle ma famille galactique. On est dans la 4e dimension, c'est-à-dire c'est une dimension qui sert de transition. Oui, j'ai bien compris, mais alors dites-nous déjà la 3e ce que c'était. Vous l'expliquez bien dans votre livre d'ailleurs. La 3e dimension, en fait, c'est une dimension où la dualité règne en maître, hein, si on peut dire, où il y a tous les aspects duels. Le chaud, le froid, le bien, le mal, enfin voilà, l'amour, la haine, la colère, tout ça. Et en fait, ce monde duel, il y a trop longtemps qu'il est là, sur Terre. C'est, on va dire, c'est une matrice. Et sur cette matrice 3D qui était à l'origine sans dualité, il faut bien le savoir, ça aussi, c'est vrai que beaucoup ne l'ignorent encore, mais cette matrice était sans dualité. Il y a une fausse matrice artificielle qui a été greffée par-dessus. Qui vient d'Orion? On peut dire ça, oui, c'est des êtres qui sont venus d'Orion, suite à des grandes guerres qu'ils ont déclenchées dans leur monde. Il y a très très longtemps. Il y a très très longtemps, oui. En année terrestre, on pourrait dire à peu près 25 000 ans. Et donc ils sont descendus sur Terre suite à ces grandes guerres, parce qu'ils ont détruit énormément de mondes et de civilisations. Quand ils sont descendus sur Terre, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient aussi contrôler l'homme, parce qu'il était faible dans le sens où il avait l'ego, le mental, l'esprit rationnel. Donc en vérité, ils ne venaient pas vraiment d'Orion, ils ont commencé à passer par Orion, mais ils venaient d'une autre... De toutes les infos que j'ai par mes frères et sœurs galactiques, c'est qu'effectivement ils ont vécu très très longtemps dans le système d'Orion, mais ils viennent de plusieurs mondes en fait à l'origine, parce que c'est une très grande race, les reptiliens, comme on pourrait un peu dire pour les hommes, hein, il y a différentes nations. Pour les reptiliens c'était pareil, ils venaient de 2 ou 3 mondes différents en fait. Et je crois que les principaux, les Dracos, sont les descendants en fait de reptiliens qui venaient du système de Rigel. C'est les infos que j'ai. D'accord. Donc il y a très longtemps, ils sont venus un peu embêter la Terre. On peut dire, elle vibrait à combien la Terre avant qu'ils arrivent? Elle vibrait dans l'amour. Je ne connais pas exactement la fréquence, mais elle vibrait dans l'amour. Donc ils ont mis une sorte de chape de plomb pour nous faire redescendre en 3e dimension. Cette 3e dimension,
On ne va pas passer directement en 5e dimension, il faut passer par la 4e, qui est une phase de transition. On est en 4e là? Oui. Oui, oui. Et je pense que beaucoup de gens s'en rendent compte, même sans vraiment savoir de quoi il s'agit, parce qu'avec tout ce qui se passe dans le monde depuis quelques années, que ce soit au niveau politique, financier, il y a énormément de bouleversements, et surtout en ce moment, suite à cette pandémie-là, qu'on connaît bien maintenant. Et en fait, toutes ces étapes sont là justement pour faire passer de l'ancien monde au nouveau monde. Donc c'est ça qui démontre justement que nous sommes en pleine 4e dimension, parce que c'est cette dimension-là qui sert de tremplin. Oui, mais vous en parlez dans votre chapitre 5, émergence. Donc la 3e dimension, ce qui la caractérise, c'est la dualité, le temps linéaire, Oui. Passé, présent, futur, et l'esprit rationnel. C'est ça. C'est-à-dire une cause, un effet, oui, ça c'est ça. Et en fait, c'est vrai qu'en ça, je dirais, ils ont très très bien joué ceux qu'on appelle les êtres involutifs, les reptiliens, tout ça, parce que en greffant cette matrice artificielle sur la 3D originelle, ils ont réussi à tout contrôler dans l'esprit humain, et ils ont réussi à faire croire beaucoup de choses. Que le temps qui s'écoulait sur Terre était comme ça et pas autrement, donc de façon linéaire, par rapport au passé, présent, futur. Et par rapport à tout ça, ils ont greffé en plus des illusions, par des fausses croyances, des dogmes, enfin toutes sortes de choses. Et c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte qu'ils ont très très bien joué leur jeu. Pour passer à la 4e, elle se compose ainsi. Le temps présent, c'est la clé principale, c'est notre point de pouvoir. Le choix, parce qu'on nous dit qu'on n'a pas le choix. Dans la 4e, on a un libre arbitre. Oui. Le paradoxe. Le paradoxe. Le paradoxe, ça englobe beaucoup de choses. Par exemple, une chose pour laquelle on peut être persuadé que c'est comme ça et pas autrement, en fait c'est tout le contraire. C'est là qu'est le paradoxe. Parce que tout ce qui existe en fait dans l'univers a aussi son contraire, dans le sens où c'est pas négatif, mais c'est dans le sens où s'il n'y avait pas tel aspect de ça, il ne pourrait pas y avoir l'autre. Donc il y a toujours une dualité. Après, on pourrait reprendre le terme dualité, mais ce n'est plus vraiment de la dualité comme telle, comme nous on la conçoit en tout cas. Et l'alignement dans l'équilibre. C'est un état d'équilibre qui engendre la présence de forces opposées sans créer une réaction à ce qui se trouve face à vous. En fait, voilà, cette notion d'équilibre, par rapport à tous ces fameux aspects duels qu'il y a dans la 3D, on peut évidemment équilibrer tout ça dans le sens où on peut, quand on prend conscience en fait d'un fait ou d'une chose, nous concernant, nous, là je parle du soi, c'est par des prises de conscience en fait que ça fonctionne. Et si on se rend compte que tout ça existe dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand, déjà là ça nous ouvre des portes. Et le fait justement d'ouvrir ces portes-là nous fait prendre de plus en plus conscience de choses. Et je dirais même que la conscience après s'expanse au même titre que l'univers, c'est infini. On n'est pas limité, contrairement à ce qu'on nous fait croire, on est illimité. C'est bien, ce qui est embêtant aussi, c'est que plus on s'expanse et plus on est loin de la source. Je dirais oui et non, c'est là qu'il y a notre paradoxe. Allons-y. Parce que notre conscience, en fait, fait partie de ce grand tout, comme je le dis souvent. Dans ce grand tout, justement, on peut s'expanser à l'infini. C'est vrai que ça peut paraître dur à comprendre comme ça, mais on peut s'expanser à l'infini. Parce que la source elle-même s'expanse à l'infini. Donc on peut toujours être au sein de la source, si on peut dire, parce qu'on en fait partie et elle fait partie de nous. Mais même si on s'expanse comme ça à l'infini, ça pourrait faire peur comme ça, mais en fait non, il n'y a pas à avoir peur, parce que tout s'expanse. Alors on est parti de la 3e dimension, mais est-ce qu'il y avait une dimension 1 et 2 ? Alors beaucoup m'ont posé cette question, je dirais qu'il y avait effectivement une dimension 1 et 2, mais ça c'était au stade, je dirais, de la création des planètes. Au moment où d'un noyau émerge après tout le reste autour. Le Big Bang ? Le Big Bang, pour moi, c'est de la supercherie. Ah bon ? Oui. Ça n'a jamais existé. Alors c'est parti d'où ? Ça rejoint un peu ce qu'on venait de dire par rapport à la source et à l'expansion des énergies, parce qu'en fait, tout n'est qu'énergie. Ce que les scientifiques appellent le Big Bang, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ont une vision des choses, je dirais, un peu étriquée, dans le sens où ils cherchent que des faits par rapport à des calculs. Mais en fait, s'ils ne prennent pas conscience d'eux-mêmes que leur conscience fait partie de ce grand tout, ils ne comprendront jamais. Ils cherchent à l'extérieur ce qui se trouve à l'intérieur. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Du fait qu'ils cherchent beaucoup trop à l'extérieur d'eux, ils ne trouveront pas les réponses. Parce qu'en fait, on les a tous en nous.
Vous dites que notre âme passe à travers l'espace-temps, ce n'est pas le temps qui passe. Est-ce que vous pouvez développer? Oui, donc par rapport à l'espace-temps, effectivement, c'est pareil, comme on nous le fait croire sur Terre, il est linéaire et qu'il n'y a que passé, présent et futur et que c'est comme ça et pas autrement. Mais en fait, moi je dis non, pas du tout. Parce que l'espace-temps, déjà, il n'est pas linéaire, il est vertical. Et en plus de ça, c'est comme une énorme spirale qui tournoie sur elle-même. Et à travers cette spirale, il y a ce qu'on appelle les densités, les dimensions. Et vu que c'est un cercle, il n'y a ni commencement ni fin. Ouais, c'est pas un grand 8. C'est pas un grand 8. Ça fait un peu comme une sorte de grand cercle en spirale, ouais. Et qui est tout le temps, voilà, un peu comme un vortex qui est toujours en mouvement, perpétuellement. Oui, mais le vortex, il a forcément un point de départ en bas. Ah, alors après, ça relève de ce que j'appelle le grand mystère, comme on dit dans la culture Lakota, parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas et on ne saura jamais, je pense. Ça restera un mystère. Ok, alors si vous savez tout ça, si je vous pose ces questions, c'est que vous avez quand même eu un drôle de parcours quand vous étiez tout petit. Quand vous étiez tout petit, je pense que vous aviez 6 ans. Vous n'avez aucun souvenir avant vos 6 ans. Non. Parce que vous dites que vous êtes un walk-in, c'est-à-dire que vous avez incorporé le corps d'un enfant de 6 ans qui vous a laissé sa place. On peut dire ça. Vous n'aviez pas l'impression, de toute façon, entre 6 et 8 ans, de faire partie de ce monde. Est-ce que vous vous sentiez plus grand que la majorité des gens qui étaient autour, plus mûrs, plus adultes? Je dirais non, pas pour autant. C'est vrai que j'ai toujours eu cette humilité-là en moi, peut-être que c'est dû à ça, mais je me suis jamais cru supérieur à un autre. Sans se sentir supérieur, regarder le monde comme étant plus âgé que les gens qui nous entourent. Après, je dirais, ça relève plus de la connaissance. Comme je disais à certains de mes proches récemment encore, c'est vrai que le fait de se souvenir d'où on vient et qui on est, ça aide beaucoup. Mais ça, vous ne le saviez pas entre 6 et 8 ans. Disons que je le sentais en moi. À cet âge-là, c'est vrai. Je me posais déjà des questions assez pertinentes quand même, malgré mon jeune âge, mais c'est vrai que je l'ai toujours senti, que je venais pas de ce monde, et j'avais ces connaissances-là, même sans pouvoir l'expliquer, mais elles étaient là, en moi. Vous dites que si ça arrive certaines fois, comme le Christ aussi, on dit que finalement il s'est incarné à une certaine... qu'il n'y a pas de Christ enfant. Ça serait pour permettre à ces personnes qui s'incarnent et qui viennent d'autres planètes de retrouver les connaissances perdues, puisqu'on oublie tout plus ou moins en venant. Mais la question que je me pose, c'est la personne chez laquelle vous avez pris la place, d'où elle venait celle-là? Elle venait d'un autre monde, elle aussi, et c'est... comment je pourrais dire ça? C'était une sorte de contrat d'âme, en fait, hein, si je peux dire comme ça, dans le sens où, en fait, nos âmes se connaissaient, et quand moi j'ai fait le choix de descendre sur Terre, cette âme s'est proposée pour venir, entre guillemets, habiter ce corps le temps que moi j'arrive. Et après, donc, elle est repartie dans un autre corps. Et après, en fait, elle est repartie, entre guillemets, et elle est repassée par une autre expérience de vie où là, du coup, elle est passée par la naissance. Ouais, elle était déjà passée par la naissance avant que vous incorporiez son corps. Mais et vous dites que elle est repassée encore par la naissance. En fait. Et vous dites que, remarquez, c'est pas mal les premières années, hein, parce que si on tombe dans une bonne famille, c'est peut-être les meilleures. Hein. Bon, mais vous dites que vous l'avez retrouvée dans cette vie. Je l'ai recroisée, oui. Et comment vous l'avez reconnue? Comment vous vous êtes reconnus tous les deux? Je dirais, on peut pas trop l'expliquer avec des mots. Hein, ça se voit tout de suite, on le sent tout de suite. On se reconnaît, quoi. Ok, donc c'est Walking, et puis sinon c'est ces enfants des étoiles, comment vous les appelez en anglais? Starseed. Starseed. Les enfants des étoiles, on est tous des Starseed, non? Je pense que la majorité des êtres humains sur Terre le sont, oui. Ouais. Et les autres, c'est quoi alors? C'est là la question. C'est là la question, ouais. C'est vrai que ça peut être un peu plus complexe à expliquer, mais en fait, il y a des âmes qui ont toujours fait le choix de s'incarner toujours dans le même monde. Donc en fait, ils n'ont pas connu d'autres expériences, si je peux dire, ailleurs. On leur a peut-être pas proposé non plus. Qui c'est qui décide? Si, c'est l'âme qui choisit en fait. Oui, mais elle choisit quand? Elle choisit à un moment où on lui montre des films en disant voilà, tu fais ci, tu fais ça. En fait, pour être assez clair, le plus clair possible, en fait, l'âme, quand elle est dans ce qu'on appelle l'au-delà, quand elle est à la source, c'est elle qui fait ses choix. On ne lui demande rien, on ne lui impose rien, on ne lui dit pas de faire tiens, ça, tu vas faire ça ou ça.
En fait, elle est totalement libre, l'âme. Oui, mais pour faire des choix, il faut encore avoir des choix à faire. Ah, il y en a toujours. C'est-à-dire, on lui présente des mondes, on lui présente qu'est-ce que... Ben, en fait, l'âme, quand elle rejoint la source, si on peut dire, elle se rappelle de tout, de qui elle est vraiment. Depuis le départ. Depuis le départ, depuis les origines. Elle a tout en mémoire, l'âme. C'est vrai qu'après, nous, quand on descend s'incarner comme dans ce monde en 3D, c'est vrai qu'il y a le voile de l'oubli, ce qu'on appelle le voile de l'oubli, donc on ne sait rien de tout ça. Mais en fait, l'âme, quand elle est à nouveau avec la source, elle se rappelle de tout. Mais quand je dis tout, c'est vraiment tout. Ah, mais de toute façon, quand on passe de l'autre côté, on est dans la connaissance pure. Mais on connaît tout, mais enfin, moi, j'ai pas la réponse. Hein. C'est vous qui êtes passé par là, qui avez fait des voyages, où vous avez rencontré des êtres et tout. Donc c'est pour ça que je vous pose les questions. Ben, l'âme, en fait, elle choisit d'elle-même un monde où elle va aller s'incarner, ou si elle décide de revenir sur Terre, c'est elle-même qui choisit, parce qu'elle dit, tiens, ben là, je vois qu'il y a telle personne qui sont en difficulté, par exemple, et ben je vais aller m'incarner dans cette famille, et puis comme ça, je serai là auprès d'eux, et je leur apporterai mon soutien, mon amour. Alors, il n'y a pas que ce voile de l'oubli. Vous dites que notre planète, la Terre, est placée en quarantaine et entourée par une immense grille magnétique pour réduire l'importance des vagues d'énergie qui sont envoyées un peu par le grand soleil central. C'est ça. C'est-à-dire qu'en plus, on ne reçoit pas les informations qu'on devrait pour pouvoir s'élever. Bah, là, je dirais maintenant, si, un peu plus depuis environ 2 ans. Petit à petit, ils laissent des ouvertures plus grandes dans cette grille, en fait. Qui laisse ce qu'on appelle la Fédération Galactique, moi je préfère l'appeler la Communauté Galactique, mais ceux qui veillent, entre guillemets, sur nous, quoi. Et les chemtrails ou tout ça, est-ce que c'est pas quelque chose encore pour empêcher un peu? Si, ouais, ils développaient ça pour le diffuser dans le ciel, ouais, pour endormir les masses, entre guillemets, ouais. Oui, ça fait un truc entre le soleil et nous aussi. Voilà, ouais, ça créait toutes sortes de blocages, ouais. Vous commencez un peu votre livre en disant que c'était la première fois que vous veniez sur Terre, je crois, tout du moins, et que vous étiez très étonné de cette planète où on a des expériences de séparation, de peur, de souffrance, de solitude et surtout de la mort, de cette mort qui n'est présente pas sur toutes les planètes, ce concept de la mort. C'est ça, ouais. En fait, oui, ce qui m'a amené à faire ce choix pour venir vivre sur Terre, c'était tous ces aspects-là, ouais. Je comprenais pas l'idée, comme je le dis dans mon livre, qu'on puisse mourir un jour, quoi. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres mondes, bon, certes, c'est vrai, plus élevés, on va dire, en vibration et en fréquence, mais où la mort n'existe tout simplement pas, parce qu'on sait qu'on est, au niveau de l'âme, on est immortel. On est infini, oui, on est infini, éternel. Et du coup, ça me surprenait ces aspects-là, donc je voulais aussi en même temps vivre ça. Oui, alors dans ce que vous dites, moi je me pose la question, il y a d'autres mondes, mais si on vient tous d'une source unique, pourquoi ces autres mondes sont plus élevés que nous vibratoirement et spirituellement, et pourquoi eux sont plus évolués que nous? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui ont évolué et d'autres non? Alors je dirais que c'est des très bonnes questions. Il y a plusieurs raisons à cela, si je peux dire. En fait, encore une fois, ça dépend des choix des âmes, hein, parce que l'âme, elle est amour, en fait, elle est amour pur. Quand tu as fait un choix d'incarnation, par exemple, oui, on appelle ça incarnation, même si j'aime pas trop ce terme en vérité, mais on va employer ce terme. Elle fait des choix d'incarnation pour vivre des choses, mais avant tout aussi, à travers ces expériences-là, pour se rappeler qui elle est vraiment. Et il y a beaucoup de monde, notamment qui sont en 3D, où il y a un voile d'oubli total. Elles font ce choix-là pour descendre dans ces mondes-là, pour se rappeler qui elles sont vraiment. C'est vrai que ça peut paraître étrange comme ça, mais le but, entre guillemets, c'est ça, c'est de se rappeler qui elle est vraiment, c'est-à-dire une âme qui est issue de la source elle-même. C'est quand même incroyable qu'on ait eu besoin d'en sortir pour avoir envie d'y retourner. Voilà, c'est le but des expériences, oui, tout ça c'est par amour inconditionnel en fait, mais c'est vrai que c'est pas évident à expliquer, mais avec des mots. Il y a eu un grain de sable dans la machine au départ pour que finalement on reste pas tous tranquilles sans se poser toutes ces questions-là. Parce que là on redescend toujours pour retourner où on était, il y a quand même quelque chose de bizarre. Après, toujours, je dirais pas tout le monde, non, pas toutes les âmes. Il y a des âmes qui font le choix, une fois après avoir vécu une seule expérience sur Terre, par exemple, peuvent faire le choix de repartir dans des mondes plus élevés, parce qu'ils ont compris, ils se sont rappelés. Donc si on est là, c'est qu'on n'a pas compris. Je dirais pas forcément non plus. La Terre, elle est située où par rapport à l'ensemble? Elle a quelle note à peu près par rapport à l'ensemble du système solaire? Est-ce qu'elle a encore un grand pas à faire ou est-ce qu'elle est encore en période de maternelle?
Bah, je dirais par rapport à l'humanité en tant que telle et à son évolution, oui, elle est au stade encore de la maternelle, si on peut dire. Mais Gaïa elle-même, elle vibre en 5e dimension, elle a toujours été dans la 5e dimension d'ailleurs. Comme toutes les étoiles qu'on peut voir d'ici, tous les univers, tous les systèmes sont dans la 5e dimension. À un moment dans votre livre, vous dites qu'il y a 9 dimensions, que la 9e c'est pure énergie, pure lumière. Ça va même au-delà en fait. Ouais. Mais, plus que 9 Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a après? Bah après, c'est toujours des plans, on va dire, plus élevés dans les vibrations, les fréquences. C'est vrai que c'est pas évident à expliquer encore une fois avec des termes humains, mais l'amour, en fait, n'arrête pas de s'expanser, toujours de croître. Et il augmente toujours en fréquence. Donc on peut atteindre vraiment des stades très très élevés. Ça fait un peu peur, hein, parce que quand on est trop aimé aussi, des fois, ça nous étouffe. Hein. Je dirais oui, dans ce monde, ouais. Parce qu'il y a l'amour, malheureusement, qui est rattaché à l'attachement. Qui est rattaché à l'attachement sur Terre, quoi, dans la dualité, ouais. Et la deuxième partie de cette au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM, c'est pas de la fiction, hein, ce qu'on fait là ce soir, c'est des questions qu'on se pose avec David Vincent pour son premier livre Au-delà de notre monde. C'est pas David Vincent, c'est David Rousseau. C'est pas grave. Bon, on va rigoler un peu. Donc, il vous arrive tout un tas d'histoires. Donc, à 6 ans, vous incorporez le corps d'un enfant qui était là avant vous. À 8 ans, c'était en 71, je crois. En 81. En 8 ans, vous avez l'impression de ne pas être à votre place. Ça, c'était avant. Enfin, je pense que vous n'êtes pas bien dans votre peau parce qu'un soir, vous regardez le ciel étoilé et vous demandez de l'aide. C'est bizarre, ça, quand même. Bah, en fait, c'est pas que j'ai demandé un signe. Ouais. Aux étoiles. C'est ça. En fait, c'est vrai que ça peut paraître étrange comme ça pour le jeune âge que j'avais, hein, mais en tant qu'humain, mais je demandais pas de l'aide. En fait, c'était que j'étais en train de jouer dehors avec mes figurines et ça, je m'en rappellerai toujours toute ma vie, hein, parce que c'était tellement en même temps intense et tout ça. Qu'à un moment donné, tellement pris peut-être à jouer avec mes figurines que je me rends compte que la nuit était tombée. Et sur le coup, ça m'avait surpris. Je pensais qu'il y avait eu quelque chose de bizarre, quoi. Et c'est ce que je sentais en plus au fond de moi, qu'il y avait eu vraiment comme une sorte d'accélération ou d'altération du temps. Ça fait un peu peur aussi pour un enfant de 8 ans d'être tout seul dans la nuit, non? Moi, je dirais, j'ai jamais eu peur de la nuit, du noir, ouais. Et du coup, oui, je lève la tête vers le ciel et les étoiles. Et ce qui était encore plus surprenant, c'est que j'avais l'impression d'avoir des millions, tellement ça scintillait dans le ciel de partout. Et je sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça, c'est monté de mon cœur. Je me suis adressé aux étoiles et je leur ai dit, bon, bah, je sais que vous êtes là, donc maintenant, donnez-moi un signe, montrez-vous. Je sais que vous êtes là, puisque je sais que je ne viens pas d'ici. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que même pas 5 minutes après, j'ai été surpris de voir une étoile. Au début, je pensais que c'était une étoile qui scintillait de plus en plus fort, d'un blanc bleuté, mais après, elle se déplaçait. Et c'est là que j'ai été surpris, quoi. Je la suivais du regard. Et plus ça allait, plus elle descendait à travers le ciel et elle se rapprochait de moi. Et à un moment donné, elle a fait une sorte de virage à 360 degrés, cette lumière. Et elle est venue se placer juste au-dessus de moi. Je dirais à peu près 15-20 mètres au-dessus de moi. Et c'était très lumineux, mais en même temps, ça m'éblouissait pas. Et j'étais surpris, mais en même temps ravi. Et je lâchais pas du tout du regard à ce que je voyais, quoi. Et à un moment donné, j'ai même pu percevoir une forme discoïdale à l'intérieur de cette lumière. Et
quand je la regardais comme ça, fixement, au bout d'un moment, pouf, elle a disparu. C'est monté très vite à la verticale. Ça a disparu en un claquement de doigts, quoi. Et j'étais encore là, encore plus surpris, et je me suis même surpris à faire waouh. Et c'est qu'au bout d'un moment, je pourrais pas dire combien de temps exactement, mais peut-être quelques secondes ou une minute, quand je reprenais mes esprits plus ou moins, quoi, en fait, parce que tellement ravi d'avoir vu ce que j'avais vu, qu'en rebaissant ma tête, en fait, je vois en face de moi un être. Il était là, debout, grand, très grand, plus de 2 mètres de haut. Et il avait la peau bleue, avec des reflets un peu argentés d'ailleurs, des grands cheveux, des longs cheveux noirs, d'un noir profond et des grands yeux verts. C'est surtout ça qui m'a captivé. Et quand j'ai vu ces têtes, j'ai même pas été effrayé, j'ai pas eu peur une seconde, quoi. Et je dirais c'était même tout le contraire, j'avais l'impression de le reconnaître. Et il me scrutait du regard sans cligner de l'œil. Et j'avais l'impression qu'en fait, c'est comme s'il pénétrait en moi un petit peu, quelque part, comme s'il me sondait. Et au bout d'un moment, j'ai entendu une voix. Et j'étais là encore surpris parce que j'ai pas vu ses lèvres bouger ni sa bouche s'ouvrir. Mais en fait, il me parlait. Et c'était une sorte de télépathie. J'entendais sa voix à la fois qui vibrait dans mon cœur et dans ma tête. Et là, du coup, je me suis mis à lui parler mentalement, moi aussi, télépathiquement, et il m'entendait. Il me dit, voilà, tu vois, t'as demandé à nous voir, moi je suis là. Et en fait, après, suite à ça, il est resté quelques temps, en termes de notion de temps humain, je dirais peut-être une minute, hein, ça a été quand même très rapide, c'est vrai. Il m'a raconté des choses, télépathiquement toujours. Il m'a même montré des choses, j'ai vu des images et tout, des sons. Il y avait vraiment tout qui passait. Et j'ai vu un monde. Et après, je sais que c'était les Pléiades, il me l'a dit après, un peu plus tard. Et donc j'ai vu plein de choses et j'en avais tellement d'émotions d'ailleurs que j'avais des larmes qui coulaient de mes yeux. Et après il me dit, et surtout rappelle-toi de ces 2 mots-là, c'est surtout ça qui m'avait marqué, Mitakuye Oyasin. Et là il s'est volatilisé dans une sorte de flash lumineux et il avait disparu. Alors Mitakuye, ça veut dire quoi? Et en fait Mitakuye Oyasin, je l'ai su quelques années après, ce que ça voulait dire, c'est issu de la culture Lakota, les Sioux, les Amérindiens des plaines, quoi, aux États-Unis. Donc, c'est 2 mots qui veulent dire nous sommes tous apparentés. Nous sommes tous un. Oui, nous sommes tous un. Il y a une autre phrase qui reviendra tout au long de votre vie, qui viendra un peu plus tard, c'est tu n'es pas seul. Et cette phrase, non seulement ce sont des extraterrestres qui vous la donnent, mais aussi des gens, quand vous êtes à l'armée, qui finalement... Il y a des histoires fabuleuses parce que... Comme s'il y avait dans votre vie des gens sur Terre qui étaient là pour faire le travail que vous avez à faire. Vous êtes surveillé quand même. Hein. Oui, même toujours encore à l'heure actuelle. Mais surveillé, menacé. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils vous ont menacé, ils auraient pu vous éliminer. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Ils auraient pu, oui, à plusieurs reprises, mais après, vraiment, pourquoi ils ne l'ont pas fait, j'ai encore pas la réponse. Moi, je pense que c'est parce qu'ils veulent que les gens le sachent. Mais après, oui... Pour aller un peu plus loin, je pense que c'est lié à mes 20 ans dans les programmes spatiaux secrets. Ouais. Je pense qu'ils sont là en même temps pour me laisser dire des choses et en même temps peut-être me protéger aussi parce qu'il y a ce qu'on appelle l'alliance terrestre là et je pense que oui, ils me protègent. Ouais. Donc pour résumer, il y a une alliance galactique avec tout un tas de gens que vous découvrirez dans son livre, de gens d'extraterrestres. Il y a aussi une alliance humaine. Et vous avez été aidé, à un moment vous vous retrouvez en garde à vue, à un moment il y a des hommes noirs qui arrivent devant vous, même un commando armé avec mitrailleuse, mais vous l'avez pas rêvé ce commando, c'est pas... non. Mais pourquoi vous pissez dans la rue comme ça la nuit? Parce que, je veux dire, vous avez une envie d'uriner, vous pissez dans une espèce d'impasse où il se passe quelque chose et vous y retournez quelque temps après dans cette même impasse. Ouais. Moi, je dis à tous les hommes d'arrêter de pisser dans les rues. Hein, pas... En fait, entre guillemets, j'allais pas vraiment pisser dans les rues. Il y avait des toilettes publiques. Hein, il y avait j'avais pas compris. Ouais. C'est vrai que je l'ai peut-être pas expliqué. Oui, moi j'ai cru que vous... Non, ouais. Je me suis dit, mais quelle idée d'aller pisser dans les rues. Non, c'est que je savais qu'il y avait des toilettes là. Ouais. Et, mais c'est vrai que cette rue, elle a quelque chose de particulier dans le sens, oui, j'ai toujours senti quelque chose au niveau vibratoire énergétique. Et c'est une sorte d'impasse, non? C'est un truc, c'est un coupe-gorge, quoi. Ouais, on peut dire ça, ouais.
Ah, mais je comprends mieux, parce que là, je me disais, mais je comprends pas pourquoi il va se remettre dans la gueule du loup. Parce que la deuxième fois, ils ont disparu. Mais c'est pour ça que je vous demande si c'est pas des projections mentales, parce qu'ils disparaissent comme ils arrivent. Ben, en fait, je dirais, c'est surtout lié à des technologies qu'ils ont, des technologies beaucoup plus avancées qu'on pourrait le penser. Ouais. Vous parlez de la guerre, la dernière guerre mondiale, avec, alors ça, comment elle s'appelle cette femme Maria Orsic. Maria Orsic, et puis le Vril. Le Vril. Alors Maria Orsic, vous dites qu'elle est encore vivante. Oui. C'est une médium qui n'a pas vécu dans ce temps-là. Si. Alors elle a quel âge maintenant? Bah, en fait, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué à expliquer tout ça. En fait, Maria Orsic n'est pas humaine. Oui. Pour être franc, elle n'est pas humaine du tout. En fait, c'est une pléiadienne qui était là sur Terre pour diverses raisons, et notamment donner des informations. Et malheureusement, entre guillemets, avant la Seconde Guerre mondiale, il y a des gens mal intentionnés qui ont plus ou moins mis la main sur elle, qui l'ont contraint du moins à dire des choses. Parce qu'ils avaient eu des échos comme quoi elle avait des informations que personne ne pouvait savoir, à part des gouvernements ou des agences secrètes à l'époque. Et donc les Allemands ont mis la main sur elle et ils lui ont soutiré des informations, notamment des plans très précis pour construire des vaisseaux. D'après vous, les Allemands pouvaient se déplacer en vaisseau spatial? Oui. Oui, oui, en fait, grâce, entre guillemets, si je peux dire comme ça, à Maria Orsic, ils ont créé une flotte de vaisseaux, oui, grâce à toutes ces informations et à ces plans. Ils les ont encore? Ils les ont encore, oui. Et maintenant, ils sont même plus évolués, leurs vaisseaux. Ils ont eu accès en plus encore à d'autres technologies. Le Vril, V-R-I-L, a été créé en 1910 et il existe encore? Je pense qu'il existe encore, peut-être sous une autre forme, oui. Ouais. Mais cette Maria Orsic, elle faisait un peu le même boulot que vous? Bah, quelque part, oui, si on peut dire, oui. Parce qu'elle était là surtout pour donner des informations et accompagner des humains justement dans cette fameuse transition-là que nous vivons maintenant. Et elle était là, oui, surtout pour accompagner, ouais. Donc quand vous dites que vous l'avez connue, c'est que vous l'avez connue sur un autre plan? Oui et non. En fait, Maria Orsic, du fait qu'elle est pléiadienne, elle peut voyager entre plusieurs dimensions. Et moi, je l'ai connue, en fait, la toute première fois, quand j'ai été enlevé à l'âge de 8 ans pour aller rejoindre ces fameux programmes spatiaux secrets, suite à mes abductions par les grilles. Et en fait, elle était là pour, entre guillemets, m'apprendre des choses ou m'aider à m'en rappeler. Parce qu'à un moment donné, je me souviendrai toujours de ça, elle m'a dit « Tu as toutes les connaissances en toi, c'est à toi de t'en souvenir ». Mais c'est valable pour tout le monde, hein. On a tout en nous et tout, c'est de le remonter. Hein. C'est ça. C'est ça la connaissance, Oui, c'est d'aller avant la naissance. Donc là, vous venez de me parler des abductions par les petits gris. C'est aussi quelque chose qui m'a choqué dans votre livre, parce que dans la mesure où vous êtes, on peut dire, quelqu'un qui est un peu comme cette Maria Orsic, venue pour être un messager, vous devriez être protégé. Donc comment ça se fait qu'ils ont laissé les petits gris vous abducter? Eh ben, là où ça va peut-être surprendre les gens, c'est qu'en fait, tous ceux qui sont abductés, c'est par choix. Conscient ou inconscient. En fait, dans le sens où c'est l'âme, avant l'incarnation, qui choisit toutes ces expériences de vie. Et les abductions par les gris en font partie pour beaucoup de gens. En fait, c'est vrai que ça peut paraître difficile comme ça à accepter ou à comprendre, mais les abductions par les gris ne sont pas forcément non plus négatives. Dans le sens où en fait elles sont là aussi pour nous permettre de nous rappeler des choses. Oui, ou de créer des êtres hybrides. Entre autres aussi, parce que du fait d'être en leur contact, justement, ça nous fait rappeler des choses, et en plus de ça, on participe à des hybridations, oui, d'êtres qui créent une nouvelle race, quoi. Oui, mais est-ce que c'est intéressant d'avoir des nouvelles races? Parce qu'il y a une femme aussi, après, vous avez quand même réussi à... Il vous est arrivé quelque chose quand vous étiez au service militaire, vous avez quand même envoyé ça à une revue ufologique qui l'a publié. Vous avez été contacté par une jeune femme qui vous a dit qu'elle avait été abductée, qui lui avait même montré les enfants qu'elle avait fait là-haut. Oui. Mais est-ce qu'on peut cautionner ça? Ah ben moi je dirais, de par mon vécu, oui. Oui. Parce que j'ai moi-même vu mes enfants hybrides. Oui, mais alors on va cautionner aussi le changement d'ADN pour les humains. Bah, après, je dirais,
Contrairement à ce qu'on nous fait croire dans les livres d'histoire, hein, désolé pour ça, mais il y a beaucoup de choses erronées dans les livres d'histoire, dans le sens où l'être humain n'est pas né sur Terre, déjà d'une pour commencer. Il est le fruit de multiples expériences génétiques entre différentes races. Ben, je trouve que le résultat, il est pas mal, on n'a peut-être pas besoin de le changer. Bah, après, je dirais effectivement, oui, c'est déjà très abouti, si on peut dire comme ça, oui. Mais l'ADN, c'est quelque chose de très 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 complexe en fait, et qui renferme énormément de secrets, de connaissances. Parce qu'il faut bien savoir que l'ADN humain n'a que pour l'instant 4 brins d'activés, alors que normalement on devrait être à 12. Donc en fait, voilà, ça permet d'évoluer sur des plans beaucoup plus importants et élevés. On en revient au petit gris, quand même. Le petit gris, on ne peut pas dire que ce soit très, très bénéfique, puisque à un moment dans le livre, vous dites qu'ils font quand même du mal aux humains. Ils les mangent même, vous dites à un moment. Ben, ils s'en nourrissent. Oui, pour certains. Après, je dirais, il ne faut pas tous les mettre dans le même panier, comme pour des êtres humains sur Terre aussi, hein, ceux qui sont dans la haine, le racisme et tout ça. Je dirais, c'est un petit peu pareil à leur niveau. Hein. Les gris, notamment qui viennent d'Orion et de Rigel, sont dans la dualité, pure et dure, comme nous en fait. Ils sont dans l'aspect duel vraiment des choses et ils aiment le contrôle, c'est surtout ça. Ils aiment contrôler ce qu'ils font et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en plus ils reçoivent des ordres de plus haut, d'être plus agressifs qu'eux en fait. Les Dracos, là, les Dracos reptiliens, ouais. Voilà. En fait, ils sont au service des Dracos, ces gris-là. Donc c'est un peu comme des robots, ils obéissent, tout simplement. Donc vous êtes monté, est-ce que vous partez encore un peu dans l'espace à chaque fois que... Combien de voyages vous avez fait? Pour être franc, je ne les compte plus. Je ne les compte plus et là j'en ai refait encore un récemment. Oui, vous étiez où? Je suis reparti sur Mars. C'est vrai que dit comme ça peut paraître fou, hein, mais je suis reparti sur Mars et c'était lié en fait par rapport à mes 20 ans dans les programmes spatiaux secrets justement où j'avais mené beaucoup d'opérations de sauvetage avec des militaires humains en plus qui œuvrent dans ce qu'on appelle l'Alliance terrestre. Et sur Mars, en fait, voilà, en ce moment, il se passe beaucoup de choses aussi, il y a beaucoup de changements. Contrairement à ce qu'on nous fait croire, comme quoi il n'y a pas de vie et tout ça, en fait, c'est faux, il y a de la vie. Ça dépend ce qu'on appelle la vie. Hein. Si on attend d'avoir des hommes humains qui marchent sur leurs deux jambes, c'est clair. C'est peut-être pas comme ça qu'il y a de la vie en sous-sol, c'est ça? Bah, en fait, il y a de la vie sous différentes formes sur Mars, mais il y a beaucoup d'êtres humains. Comme vous et moi. Oui, parce que en fait, c'est vrai que ça peut peut-être choquer des gens d'entendre ça, mais les gens vont peut-être dire, ouais, il est fou, ça y est, il est barré, mais je vous raconte encore une fois de plus juste mon vécu et ce que j'ai vu. Hein. Donc, quand j'étais dans les programmes spatiaux secrets, en fait, on allait beaucoup sur Mars, parce qu'il y a une base, ce qu'on appelle une base, là-bas, implantée, qui n'était pas d'origine terrestre, hein, mais des humains en ont pris possession avec l'aide des reptiliens. Et malheureusement, il y a beaucoup d'esclavage là-bas. Ils ont emmené beaucoup d'humains qu'ils ont kidnappés sur Terre. C'est ça, les gens qui disparaissent comme ça? Beaucoup, en fait, voilà, de ces disparitions, les raisons, c'est pour ça, pour ces programmes-là. Ils leur font faire quoi? Toutes sortes de tâches, hein, creuser dans des mines pour des minéraux qu'on ne trouve pas sur Terre, enfin pour toutes sortes de matériaux et de matières, quoi. C'est un peu la théorie de Zecharia Sitchin aussi, avec le fait que la Terre était à une époque habitée par des hominidés, pas vraiment hommes, et qu'ils ont génétiquement modifié l'humain pour pouvoir le faire travailler à récupérer des... Entre guillemets, oui, malheureusement, les reptiliens, quand ils sont venus il y a à peu près 25 000 ans de ça sur Terre, ils ont modifié l'ADN humain dans le sens où ils en ont fait des esclaves, ouais. Ils ont bloqué en fait tout ce qui était évolution, si je peux dire comme ça. Donc l'être humain à ce moment-là ne pouvait pas avoir accès à certaines connaissances parce qu'il était bloqué, notamment par le biais d'implants et de fausses croyances qui étaient durement implantées. Donc qu'on vienne du singe et qu'on évolue, c'est pas une bonne théorie? On peut se servir des singes aussi pour y coller autre chose? Pour moi, de tout ce que je sais, je dirais non. C'est ce que disait Sitchin. Ouais. Non, je dirais non. L'être humain ne descend pas du singe du tout. Il descend d'où? Comme je le disais un petit peu tout à l'heure, c'est le fruit de plusieurs expériences génétiques, de croisements génétiques d'êtres venus d'autres mondes, notamment des Pléiades, de la Lyre. L'être humain a son origine vraiment de la Lyre. LYRE.
Mais quelle est la planète où il fait le meilleur vivre si on veut partir un peu en vacances? Ah bah je dirais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Vénus, vous êtes allé sur Vénus? Ah oui. Qu'est-ce qui s'y passe? Vénus, contrairement pareil, là encore une fois, à ce qu'on nous fait croire et à ce qu'on nous donne comme info sur cette planète, il y a énormément de vie aussi. Après, c'est vrai qu'en surface, on peut croire qu'elle est très gazeuse, que c'est très dense et tout. C'est chaud? Et que c'est chaud. Mais en réalité, sur d'autres fréquences, non. On peut se rendre sur Vénus comme sur d'autres planètes grâce à des champs, si je peux dire, électromagnétiques qui nous entourent, qui nous protègent et qui nous font monter un peu plus en vibration. Je parle du corps physique. Hein. Mais c'est pas votre corps physique qui va là-bas en vérité, votre corps il reste là, on est bien d'accord. Non, pas toujours, non. Vous êtes sûr que le corps y va? Ah oui, 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 oui. Je m'y suis rendu plusieurs fois physiquement, hein, notamment sur Mars aussi. Hein. Mais vous êtes sûr que le corps y est vraiment? Parce que regardez, quand on fait des NDE ou quand les gens ils sortent du corps, le corps il reste en bas et il y a un autre corps qui sort, mais c'est pas le nôtre, quoi. C'est ce qu'on appelle l'esprit, ouais. Mais l'esprit, d'ailleurs, c'est un très bon sujet aussi sur lequel on peut appuyer aussi, parce que l'esprit, en fait, c'est ce qui relie le corps physique à l'âme. Il est dans chacune des cellules du corps, en fait. C'est lui qui fait le pont entre l'âme et le corps. Parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que l'âme, elle n'est pas incarnée dans le corps. Loin de là. L'âme, elle est dans ce qu'on peut appeler l'au-delà, elle est dans le grand tout. Mais elle vit ses incarnations par ce que j'appelle moi projection de conscience. Oui, parce que vous dites que tout est illusion, c'est un jeu parmi le... Voilà. C'est un jeu dans le jeu. Entre guillemets, c'est ça, ouais. On s'amuse. Il ne faut pas oublier qu'en fait, tout n'est que matrice. Après, il y a des matrices plus basses en fréquence et d'autres plus élevées. Mais c'est un peu comme une sorte de grand jeu vidéo virtuel, oui. Comme un bouillon de culture. Entre guillemets, voilà. Et notre âme, elle vit ses expériences comme ça, par projection de conscience. Donc ce premier livre, il fait découvrir des années 79-96. Ça s'arrête à un moment où vous avez une vingtaine d'années. Dans les prochains livres, vous allez nous amener où? De 10 en 10, de 10 ans en 10 ans? Bah après, je calcule pas vraiment, c'est selon toutes les expériences vraiment les plus importantes que j'ai vécues. Donc là, maintenant, je suis dans le tome 2 en train de parler de mes expériences que j'ai vécues justement suite à la fin du premier tome, et je suis arrivé dans les années 2000 jusqu'à 2000 à peu près 10. Ah oui, quand même. Et là, depuis 2010 à 2020, il s'est passé beaucoup de choses? Oh oui, encore, oui. Ah oui, oui. Notamment lié aux programmes spatiaux secrets, encore une fois. Le MK... Oui, le MK Ultra, tout ça, je commence d'ailleurs à en parler dans le tome 2. Ouais. C'est quoi le MK Ultra? Le MK Ultra, c'est un programme classé ultra confidentiel, en tout cas à une certaine époque, de la CIA. Dans ce programme, ils étaient chargés en fait de trouver, entre guillemets, si je peux dire comme ça, des humains qui avaient certaines facultés, qui sont liées à tout ce qu'on appelle paranormal, faculté de lire à distance, de lire dans les pensées des gens, de tordre des objets par la pensée, enfin voilà, tout ce qui touche vraiment au paranormal. Donc ils avaient pour mission de récupérer des gens comme ça pour les faire intégrer des programmes qui étaient encore eux plus confidentiels, plus classés, classés dans le secret défense. Et c'est comme ça que moi je me suis retrouvé d'ailleurs dans les programmes spatiaux secrets. Mais pas dans cette vie-là. Ah oui, si, dans cette vie-là. Dans cette vie-ci, oui. C'est suite à mes abductions par les grilles, en fait, entre 6 et 8 ans, qu'à un moment donné, j'ai été abducté à nouveau, mais là, cette fois-ci, par des militaires, à bord d'un TR-3B. On appelle ça un TR-3B, c'est un vaisseau humain extraterrestre, entre guillemets. Hein, c'est construit avec des technologies qui viennent d'ailleurs. Et ils m'ont emmené dans cette fameuse zone 51, bien connue aux États-Unis. Et c'est là que je me suis retrouvé, du coup, à un moment donné, dans une pièce au fin fond de la base, parce que c'est très profond en plus, en sous-sol. Mais ça, vous le décrivez un peu dans le livre. Ouais, c'est très... Et vous dites pas que c'est la zone 51? Je sais plus, ouais, je crois pas, peut-être pas ouvertement. Ouais. Non. Ouais. Et donc en fait, oui, c'est très profond. Et plus on descend, en fait, et plus c'est compartimenté, si on peut dire comme ça. Donc, vraiment, après, il faut avoir des passes, vraiment des grades pour accéder à ces zones-là. Et en fait, à un moment donné, je me suis retrouvé dans une pièce où je me suis retrouvé avec des gens appartenant au MK Ultra, justement. Et ils faisaient des tests sur moi via des sortes d'électrodes, de capteurs et tout, pour mesurer mes facultés. Vous aviez quel âge à l'époque? Là, j'avais 8 ans. Mais là, ils vous ont quand même prévenu, ils vous disent d'arrêter, ils vous disent ça vous fait pas peur? Non.
C'est la troisième partie de cet au-delà du miroir où nous partons au-delà des mondes, au-delà de notre monde. Avec David Rousseau, je suis sûre que vous êtes passionné par tout ce qu'il vient de dire, qu'on se pose un tas de questions, que ça paraît complètement irréel. Donc par rapport au Covid, là, parce que vous dites que c'est à la fin de votre livre, que c'est pour passer en 5e dimension, mais vous êtes sûr que les gens, s'il y en a autant que ça, qui sont prêts à passer en 5e dimension, c'est pas trop ce que je vois, moi, quand je me promène dans les rues. Après, je dirais, c'est pas forcément dans cet aspect-là des choses, oui, qu'il faut le prendre. Le Covid-19, il a été tout simplement créé, déjà d'une, par les hommes. Comme tout ce qui est sur cette planète. Voilà, et en plus de ça, c'est pas... je sais pas comment je pourrais dire ça aussi. En fait, il n'y a pas vraiment de Covid-19 non plus. Si je peux dire ça comme ça, c'est uniquement une propagande de peur. Ils ont fait croire que ce virus s'était échappé de Wuhan en Chine, mais en fait, non. Parce que même s'il y a effectivement des virus qu'ils ont créés en laboratoire et tout ça, il y a aussi une chose que je sais, et c'est que les galactiques, comme on le sait, ils veillent sur nous pour certaines choses. En tout cas, ils se permettent des fois d'agir. Ils reprogramment un peu les gens. C'est pas vraiment ça non plus. C'est qu'en fait, ils nous laissent notre libre arbitre parce que, comme on le sait, notre âme a fait des choix d'expérience de vie, donc on est totalement libre. Et les galactiques, ils ont toujours eu cette, entre guillemets, cette loi, si je peux dire, de non-ingérence. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas inciter ou forcer des gens à faire quoi que ce soit, contre leur volonté, contre leur choix. Ils ne vont pas les vacciner. Donc, voilà. Contre leur volonté, on rigole. Et donc, en fait, ce fameux jour où le virus, soi-disant, s'est échappé du laboratoire en Chine, eh ben, en fait, il ne s'est pas vraiment échappé du tout. C'est que les galactiques, ils savent tout ce qui se passe au niveau biochimique et tout ça, au niveau guerre bactériologique, en fait tout ce qui est armement, tout ça, ils savent tout ce qui se passe. Et ils surveillent ça de très près d'ailleurs. Sur le nucléaire aussi. Sur le nucléaire notamment. Et ce virus, en fait, ils l'ont étouffé dans l'œuf, si je peux dire comme ça. Sans dire qu'entre guillemets, ils l'ont détruit. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que c'est le virus de la peur. Voilà. Et en fait, l'état profond, moi ce que j'appelle l'état profond, c'est-à-dire les dirigeants de l'ombre, ceux qui dirigent vraiment le monde dans l'ombre, n'ont pas eu le choix que de faire croire que le virus s'était échappé pour propager justement ce virus de peur. Oui, mais ce qui fait peur dans cette histoire, c'est que c'est mondial. C'est mondial, c'était leur but, ouais. Ils ont voulu justement atteindre la population mondiale par la peur, pour encore mieux, si je peux dire comme ça, les maintenir dans de basses fréquences, parce que la peur, comme on le sait, c'est très bas en fréquence. Ça vous fait tomber malade pour beaucoup d'ailleurs. Et de ce fait-là, justement, par la peur, ils maintiennent les gens dans le contrôle. Et qu'est-ce que ça va donner, là? Est-ce qu'ils sont capables d'avoir une lunette pour regarder l'avenir, même si le passé, le présent, le futur n'existent pas? Je dirais après, oui. Comme je l'explique souvent, le temps n'existe pas vraiment. Donc, en fait, oui, je dirais, il ne faut pas avoir peur. Parce que c'est là qu'est leur but, justement, c'est de nous faire peur et de nous contrôler tout le temps et encore et encore et encore. Parce que c'est vrai que ça dure depuis des millénaires, ce pouvoir sur Terre. Avec les guerres. Avec les guerres et tout ça. Et donc, comme ils veulent continuer de nous contrôler, ils font tout pour qu'on ait peur.
Mais justement, la meilleure façon de réagir, si je peux dire par rapport à tout ça, c'est de ne pas avoir peur. Mais en tout cas, voilà, le but justement de tout ça dans cette manœuvre, c'est pour empêcher les gens entre guillemets, de s'éveiller, de se réveiller. Oui, mais mais ça fait longtemps que les gens, ils n'avaient pas envie de se réveiller, mais qu'est-ce que ça va donner là est-ce que c'est vraiment une lutte entre le bien, le mal, les dracos ou je ne sais pas qui, les reptiliens, les mauvais, ceux qui battent la queue là, parce que finalement les reptiliens c'est quoi? Vous dites que les petits gris sont pas tous mauvais, les reptiliens, est-ce qu'il y en a des bons? Oui, aussi, oui, bien sûr. Il y en a même qui sont dans la 5e dimension et qui nous guident de la 5e dimension. Donc c'est pas une question d'extraterrestre, c'est une question de mentalité chacun dans sa tête. Après voilà, c'est une question de prise de conscience comme je dis souvent et même si c'est vrai que beaucoup de reptiliens qui étaient là sur Terre depuis longtemps ont tout fait pour maintenir l'homme dans l'illusion, dans le mensonge, dans tout ce qu'on veut en fait, dans de fausses croyances. Il faut bien savoir qu'il y a aussi des êtres qui sont là, qui œuvrent dans l'amour inconditionnel, vraiment. Chez les reptiliens? Oui, aussi, ouais. Il y en a qui ont eu ces prises de conscience, justement, au même titre qu'un humain, et qui se sont éveillés dans leur cœur, vraiment, à cet amour, et qui, du coup, sont montés en vibration et se sont retrouvés en 5e dimension. Ce qui serait bien, c'est que ce soit ceux-là qui soient à la tête des pays, plutôt que ceux qui n'ont pas encore tout compris. Après... C'est vrai que c'est pas toujours évident à comprendre tout ça. Il faut connaître beaucoup de choses et assembler beaucoup de pièces du puzzle pour vraiment comprendre ça dans l'ensemble. Mais si les reptiliens étaient là aussi sur Terre pour tout contrôler comme ça, c'est aussi par notre choix. Hein. On l'a accepté. Hein. En tant qu'être humain, on l'a accepté. C'est ce qu'on appelle donner son âme au diable. Entre guillemets. À vous vouloir du pouvoir et pouvoir avec sa queue, comme les gros serpents, écraser tout le monde autour. C'est un peu ça. C'est l'image. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et justement, c'est le dragon, c'est quoi c'est la bête, quoi. Dans les mythologies, les légendes, tout ça, voilà, c'est ça. On voit une espèce de truc avec une grande queue derrière qui tape partout et tout ce qui est en dessous, ça meurt. C'est ça, un reptilien dracos, en fait, peut mesurer jusqu'à 3,50 m de haut et sa queue mesure environ 2 m, 2,50 m et il pèse plus d'1 tonne. C'est des dinosaures? Oui et non, hein, parce que ils sont bipèdes quand même, hein, mais... ils ont une conscience, hein, ils ont un mental très fort d'ailleurs, très puissant. Ils contrôlent beaucoup par leur mental. Et c'est vraiment, entre guillemets, oui, des monstres dans le sens où c'est des gros morceaux, quoi. 3 m, 3,50 m de haut, oui, plus d'1 tonne hein, qui pèsent. Ils ont une puissance, une force musculaire incroyable. Alors si on considère qu'au début tout était amour et qu'on est là en train de s'expandre, de faire une expansion pour être tout amour, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là dans le jeu? Est-ce qu'ils sont là pour nous donner des coups de fouet pour qu'on comprenne plus vite? Je dirais en fait oui, c'est un peu de ça, effectivement. Ils sont là aussi, après on leur jette tous les torts sur leur dos, mais je dirais il ne faudrait pas parce qu'en fait ils sont là aussi pour nous permettre de nous rappeler justement tout ça, le pourquoi, à l'origine vraiment. Parce que même si ces êtres-là sont dans le contrôle et dans l'ego et le pouvoir et le mental, tout ça, ils sont là aussi pour nous donner des piqûres de rappel, comme je le dis souvent, dans le sens où, réveille-toi. Ouais, c'est un peu le discours de Macron. Vous terminez votre livre comme un peu vous l'avez commencé, c'est-à-dire en rappelant qu'est-ce que c'est que les âmes stellaires et l'incarnation, loin, très loin dans les galaxies, et puis vous nous donnez rendez-vous quand? Dans un an? Non, parce que je suis quasiment pas loin de la fin de l'écriture du tome 2, donc il devrait paraître fin d'année, logiquement. Vous n'avez pas un message des galactéens, comment on dit, des galactéens? Des galactiques. Si, ils donnent souvent des messages en ce moment d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est une période très, très particulière. Ouais, c'est dur. Et ils rappellent, entre guillemets, toujours la même chose dans tout ce qu'ils disent, quoi. En fait, l'essentiel, la base est là, c'est surtout ne tombez pas dans la peur. Restez centré en vous, c'est vraiment ça. Et surtout, vous n'êtes pas seul. Oui, et surtout, voilà, vous n'êtes pas seul, contrairement à ce qu'on vous fait croire, vous n'êtes pas seul. Ouais. Mais c'est surtout ça qui rappelle tout le temps, restez centré en vous. C'est là la clé, la base. N'ayez pas peur et restez centré en vous, ayez confiance en vous. Et puis surtout, pensez que vous n'êtes pas seul. Donc on n'est pas seul dans l'univers, il semblerait qu'il y ait une alliance humaine et une alliance galactique. Et bien c'est une bonne nouvelle. Je dirais oui. Alors le livre s'appelle Au-delà de notre monde, vous vous appelez David Rousseau, et c'est
Belight, édition Be-Light. Belight, BE, plus loin Light comme la lumière, édition. Une édition qui fait que des ufologies, non? Bah, il traite beaucoup de ce sujet, mais et après il traite de tout aussi, ce qui est éveil, ce qu'on dit éveil, la spiritualité, quoi. Et sinon, vous avez un site, quelque chose? Oui, j'ai même 2 sites. J'ai mon site d'auteur, justement, davidrousseau.net, et autrement, j'ai mon site où je partage tout l'art intuitif et galactique que je fais en tant qu'artiste, et ça s'appelle davian-art.com. Davian. Davian, mon nom d'artiste. Ouais, on a oublié de dire que vous êtes illustrateur et que vous avez à l'intérieur du livre des illustrations de ce que vous avez vu. Je dis bien ceux, CEUX, ou ceux que vous avez vus. C'est un peu comme ça que vous les avez vus. C'est marrant parce que les hommes en noir, là, on les a vus dans des films de Matrix. C'est vrai. Ben, Matrix, en fait, ça me fait rappeler une anecdote, justement. Mon frère Esaïel, un pléiadien, il m'a dit un jour, il y a un moment de ça déjà, prends les films Matrix comme un documentaire. Ça veut dire que celui qui a fait ces films-là, c'est de quoi il parle? Bah, c'est qu'en fait, soit il est très éveillé, voilà, ou soit il a eu des informations venant de gens bien placés, quoi. Celui qui est sur la couverture, c'est Esaïel. Esaïel, donc c'est... Esaïel, on peut dire quoi? C'est qui? C'est mon frère. C'est votre frère. Ouais. En fait, quand je vivais dans les Pléiades, il y a longtemps de ça, c'était mon frère, vraiment de sang. Il a un nom d'ange. Oui. Merci David Rousseau. Bah, je vous en prie. Merci. Merci beaucoup. Merci.